Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Élie Carmon. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur émérite à l'Institut sur la lutte antiterroriste au sein de l'Université Reichman en Israël. Vous êtes à ce titre l'un des grands spécialistes du Hezbollah. Élie Carmon, hier, le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a promis une guerre longue à Israël dans sa première intervention depuis sa nomination comme secrétaire général du groupe terroriste chiite, après la mort d'Hassan Nasrallah. En termes de capacité, Élie Carmon, dans quel état se trouve aujourd'hui le Hezbollah? Est-ce qu'il a les moyens d'assurer, de mettre en pratique ces menaces? D'abord, c'est très important que le remplaçant de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, promet de continuer la même ligne agressive contre Israël, qui est reliée aussi au conflit de Gaza avec le Hamas. Donc, pratiquement, il n'y a pas de changement. Et je crois que ça a été probablement coordonné avec les patrons iraniens à Téhéran. On parle maintenant justement d'un cessez-le-feu. C'est très difficile de voir, on va peut-être en parler. Absolument. À ce moment, après ce discours, un vrai cessez-le-feu. Quant aux capacités du Hezbollah, selon des informations du ministère de la Défense israélienne, à peu près 3/4 ou 2/3 des missiles de longue portée et des missiles de Hezbollah ont été détruits. Je ne suis pas sûr que ces informations sont exactes parce qu'on ne peut pas vraiment savoir combien a été détruit. Ce qu'on sait que c'est la stratégie de Hezbollah, mais aussi du Hamas à l'époque, c'est de garder une réserve stratégique, c'est-à-dire Hezbollah a une réserve stratégique de missiles de longue portée. D'autre part, on voit que les drones qui sont utilisés, certains des drones suicides très sophistiqués, peut-être même de fabrication russe, qui ont été passés par la Syrie au Hezbollah, sont très, très efficaces. Et il n'y a pas encore une riposte, disons, une solution très efficace de la force aérienne ou anti-aérienne israélienne. Élie Carmon, sur ce point précisément, même on reparlera évidemment des propositions de cessez-le-feu, est-ce qu'on peut imaginer que même après l'instauration d'un cessez-le-feu, Israël, l'armée, la force aérienne de Tsahal, poursuive ses frappes contre ces lignes d'approvisionnement, notamment à la frontière entre le Liban et la Syrie? D'abord, selon ce qu'on a publié sur le plan américain, qui est justement aujourd'hui présenté pendant les négociations en Israël de l'émissaire américain, Israël aurait le droit de frapper en cas de non-respect de l'accord. Mais selon le gouvernement israélien, jusqu'à l'accord, tant qu'il y a des négociations, Israël se garde le droit de continuer la guerre. On ne peut pas arrêter la guerre tant qu'il y a des négociations. Selon le Premier ministre libanais Mikati, il espère que dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, il y aura un accord. Moi, je ne vois pas comment on va arriver à cela. Juste aujourd'hui, il y a eu 5 morts du côté israélien. Près de Metula. Près de Metula, un Israélien et aussi 4 travailleurs étrangers. Donc, très vive, très vive. On voit qu'ils peuvent encore tirer, même après qu'un grand parti de leur arsenal dans le sud du Liban a été neutralisé. À mon avis personnel, avant d'arriver, c'est-à-dire si Israël, ça n'arrive pas à la rivière de Litani et neutralise et nettoie complètement tout cet arsenal énorme que l'on voit à la télévision. J'ai l'impression que les télévisions israéliennes n'ont pas encore été invitées pour voir ce qui se passe sous terre, dans les tunnels que le Hezbollah a préparés. Qui sont aussi impressionnants que ceux qu'on avait découverts dans la bande de Gaza après le 7 octobre? Dans un certain sens, plus impressionnants. D'abord parce qu'ils ont été établis dans des zones très difficiles
parce que le territoire de Gaza est beaucoup plus facile à être utilisé pour des tunnels, tandis que dans la roche qu'il y a dans les montagnes du sud du Liban, c'est beaucoup plus difficile. On dit que les Nord-Coréens ont été impliqués directement dans la construction d'une partie de ces tunnels. Et on voit comment la force terrestre Radwan était préparée, c'est-à-dire il y avait des tunnels pour chaque compagnie, pour chaque bataillon, pour chaque commandement, avec tout l'arsenal nécessaire au moment où de recevoir l'ordre d'attaque. Il aurait pu vraiment envahir le nord d'Israël. Est-ce qu'on peut imaginer, Eli Carmon, que tout cela ait pu se faire sans que les forces de la FINUL, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, n'aient pas pu être au courant, au moins d'une partie de ces plans et de ces constructions? Je suis sûr qu'ils ont vu pas exactement tout ce qui se passe, mais ils savaient très bien ce qui se passe là-bas. Parce qu'il n'y a pas de grande distance. Et aussi, quand il y avait eu des incidents, il y a eu par exemple dans le passé des incidents, des explosions dans certains villages, ou même à Tyr. Et quand les forces de l'UNIFIL sont arrivées pour regarder, faire un monitoring, non, disons, faire une intervention pour rapporter aux Nations Unies, la Hezbollah ne les a pas permis d'arriver très proche de ces endroits. Il y a même des informations, dernièrement, je crois que certaines forces de l'UNIFIL ont été payées par le Hezbollah pour ne pas montrer plus d'exigence ou d'honnêteté dans leur travail de monitoring. Je crois qu'il y a suffisamment de preuves maintenant physiques qui montrent qu'une partie des tunnels et une partie des positions de points de repère du Hezbollah sur la frontière d'Israël étaient très proches des positions de l'UNIFIL. Je voudrais qu'on vienne maintenant avec vous. Oui, je vous en prie. Le problème, c'est que même le gouvernement israélien et l'armée israélienne n'ont rien fait pendant toute cette période. C'est-à-dire, moi, pendant des années, dans les années 2020, j'ai demandé dans mes interventions pourquoi la Tsahal ne fait rien contre ces positions qui sont sur la frontière avec la destruction de nos caméras de surveillance, avec l'ordre aux soldats israéliens de ne pas tirer pour neutraliser les combattants du Hezbollah, seulement tirer sur leurs pieds. Et qu'est-ce qu'on vous répondait? Quelle réponse obteniez-vous à l'époque? Est-ce que vous avez compris depuis pourquoi rien n'avait été fait jusque-là, jusqu'à le début de cette intervention? La vraie réponse, je crois, c'était que Israël ne voulait pas entrer en guerre avec le Hezbollah. C'est-à-dire, il y a eu des discussions tant sur le plan officiel, mais aussi chez notre institut, par exemple. Est-ce qu'il y a la nécessité d'une guerre de prévention contre le Hezbollah? Oui. Et la majorité des experts que nous avons réunis, 30-40 experts avec beaucoup d'expérience dans ce domaine, ils ont presque tous dit qu'il faut une guerre de prévention. Mais une guerre de prévention, vous devez avoir, disons, une raison légitime internationale pour attaquer le Hezbollah. Et cela, le gouvernement d'Israël n'a pas voulu la chercher ou n'a pas osé la chercher jusqu'à au 7 octobre et même après le 7 octobre. C'est-à-dire le 8 octobre, quand le Hezbollah a commencé à attaquer Israël, la première chose que Israël a fait, c'était de prendre 80 000, je crois, habitants du Nord et leur faire passer cette dernière année loin de la frontière. Déjà, on reconnaît que ça aussi a été une grosse erreur stratégique du gouvernement de Netanyahou. Pour quelle raison? Parce que ça a permis aussi de satisfaire l'un des objectifs du Hezbollah, finalement, de déplacer presque symboliquement la frontière du nord d'Israël. Oui, d'abord stratégiquement, mais aussi moralement et psychologiquement, ça a été une défaite. Permettre à Hezbollah de bâtir une sorte de buffer zone. Dans le sud du Liban, zone tampon. Dans le nord, c'était une défaite stratégique à ce moment-là. Et comme Israël n'avait pas décidé à l'époque d'attaquer Hezbollah, en dépit de la proposition du ministre de la Défense à l'époque, Gallant, qui voulait attaquer le Hezbollah avant l'attaque à Gaza, donc on a laissé le Hezbollah
commencé une guerre d'usure, parce que jusqu'il y a 2 mois, il y a eu une guerre d'usure du Hezbollah contre le nord d'Israël. Eli Carmon, je voudrais qu'on revienne sur ce par quoi nous avons commencé cet entretien, l'intervention hier pour la première fois comme chef du Hezbollah, comme nouveau chef du Hezbollah de Naïm Kassem. Vous parliez d'une ligne agressive qui avait été affirmée, réaffirmée par lui. Est-ce que cela vous a surpris? Dans une certaine mesure, oui, parce que la première conférence de presse, et même la deuxième de Naïm Kassem, a été assez, pas directement modérée, mais même il n'avait pas parlé de relier la guerre du Hezbollah avec celle du Hamas à Gaza. Maintenant, c'est clair que la ligne de Hassan Nasrallah et des Iraniens qui considèrent que Hezbollah doit continuer à défendre le Hamas tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu dans le sud, c'est une ligne agressive et il faut dire que pendant plusieurs semaines, quand il n'y avait pas de remplaçant pour Nasrallah, les Iraniens ont même pensé nommer un général iranien des forces Al-Quds pour prendre la conduction de Hezbollah. Et on se rappelle que pendant l'attaque contre le bunker de Nasrallah, un général iranien qui était de fait le chef de la force Al-Quds du Liban a été aussi tué, ce qui montre comment cette relation symbiotique entre le Hezbollah et le leadership de Téhéran était très forte, comme d'ailleurs s'est passé pendant la deuxième guerre du Liban en 2006, quand Qassem Soleimani, à l'époque le chef de toute la force Al-Quds, a lutté pendant 34 jours avec Nasrallah dans son bunker. Et seulement avant sa mort, il a donné une interview où il a reconnu que c'était la situation en 2006. Donc ici aussi, on doit voir comment la position de Naïm Kassem est assez forte. Il faut dire que lui, il était une figure publique, peut-être plus publique. Il apparaissait beaucoup dans des interventions, il a écrit des livres, des articles. Il était responsable aussi de contrôler l'action électorale, mais aussi au Parlement du Liban pour le parti du Hezbollah. Est-ce qu'il vous apparaît malgré tout, Eli Carmon, comme un successeur crédible de Nasrallah, ou est-ce qu'il pourrait être en fait plutôt un choix d'affichage, alors que le véritable nouveau chef du Hezbollah, avec un profil peut-être plus militaire, resterait à l'abri pour éviter une élimination israélienne? Déjà, au Liban, je crois même dans le monde arabe, il est considéré comme un martyr. C'est-à-dire qu'on prend au sérieux les menaces du gouvernement israélien de le faire passer dans notre monde, comme c'est passé avec Nasrallah. Je crois qu'on le surnomme, c'est ça, Shahid Kassem, déjà. Les leaders militaires. Et ce problème qu'il y a, je ne sais pas, on dit qu'il y a quelqu'un, disons, dehors, qui conduit la partie opérative du Hezbollah, mais ceux qui restent ne sont pas de la même figure ou importance ou expérience comme Fouad Shukr, qui était considéré comme le chef d'état-major, ou comme Akil, ou comme Karaki, qui étaient vraiment des gens opérationnels avec une expérience de 20-30 ans. Cela fait 1 mois et 1 jour très précisément, Eli Carmon, que l'offensive terrestre israélienne sur le Liban a débuté. Quel bilan tirez-vous? Est-ce qu'Israël, est-ce que Tsahal a pour le moment évité le piège de l'embourbement? Oui, je crois qu'il y a eu certaines pertes, surtout avec des attaques aux missiles ou avec des tirs de roquettes anti-tank qui sont réussis. Mais en même temps, on a pris des prisonniers. Il y a des gens du Hezbollah qui ont levé leurs mains. Et surtout, on a trouvé vraiment ce qu'on avait connu un peu par l'intelligence, mais l'envergure de réseau des tunnels et de l'arsenal très moderne et très étendu qu'ils ont gardé près de la frontière. Maintenant, ils doivent, à mon avis, ils doivent continuer parce que cet arsenal continue après la deuxième ligne de village qui a été pour le moment occupée par Tsahal.
Mais jusqu'à la rivière Litani, il y a encore beaucoup de ce genre de fortifications et de tunnels, et on voit le résultat. Chaque jour, il y a des blessés ou des morts de notre côté, justement dans le nord du pays et quelquefois même dans le centre du pays. Est-ce qu'il y a une forme de consensus au sein de l'état-major politique et militaire? Est-ce que Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, son ministre de la Défense, partagent pour le moment la même vision, au moins à court terme, de la manière dont doit avancer cette guerre au Liban? Ce qu'on a entendu dire sur les moyens de communication, c'est que l'armée a fait son rôle, est arrivée au point, c'est dans la deuxième ligne des villages libanais au sud du Liban, et maintenant, ils doivent recevoir un ordre d'un gouvernement s'ils doivent continuer. Et cela, c'est pas clair. À mon avis, tant Gallant comme Netanyahu donneront cet ordre, parce que, comme je dis, si on n'occupe pas ce territoire et on ne nettoie pas avec efficacité de tout cet arsenal, et avec des combattants qui restent encore, surtout dans certains tunnels, il n'y aura pas vraiment la possibilité d'un accord. Et cela est relié, c'est-à-dire cette réticence de décider maintenant et de donner cet ordre maintenant, est relié justement à la négociation que les Américains mènent maintenant pour dans l'administration Biden. On va y venir dans un instant. Les élections dans 4 à 5 jours, de donner quelques succès, montrer quelques succès diplomatiques dans, disons, la campagne électorale contre le candidat Trump. Et jusqu'à la fin des élections, on ne saura pas exactement quelle est la position d'Israël, mais ça dépend aussi de ce qui se passe du côté de l'Iran, parce qu'il y a la possibilité que l'Iran riposte à l'attaque israélienne. Elle vous semble de plus en plus probable, cette riposte qui est avancée par les responsables iraniens et qui visiblement, responsables iraniens qui ont été mis en garde par l'administration Biden dans les coulisses? Moi, je ne crois pas qu'ils le feront juste 4 à 5 jours avant les élections. Ils étaient toujours, c'est-à-dire les leaders de Téhéran étaient toujours un peu peureux en face de la candidature de Trump. C'est lui qui a tué Qassem Soleimani, qui a fait le seul geste, disons, plus agressif de la part d'une administration américaine. Et c'est pour cela que j'avais pensé même dans l'OPC qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'attaque d'avril et du 1er octobre. Mais ce qui s'est passé, c'est justement que le fait qu'Israël a réussi à neutraliser non seulement Nasrallah, mais pratiquement tous les leaders militaires avec l'expérience, comme je dis, du Hezbollah, mais aussi le fait que Ismail Haniyeh, qui était le chef politique du Hamas, a été tué à Téhéran, c'est-à-dire sur le territoire, si vous voulez, et non seulement sur le territoire iranien, mais aussi dans une résidence qui appartenait aux forces de garde républicaine et islamique. Et cela les a obligés, je crois, de faire cette action de représailles avant les élections, parce qu'avant, ils n'avaient pas l'intention de le faire. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et cela peut influer aussi, disons, sur les négociations qui se passent au Liban. Élie Carmon, est-ce qu'il est de plus en plus difficile et en tant qu'expert de lire et d'anticiper ces derniers mois, ces dernières semaines, la ligne stratégique iranienne? Est-ce qu'elle vous paraît parfois soit moins cohérente ou en tout cas plus surprenante? Je crois qu'il y a 2 raisons pour cela. Une raison, c'est la victoire du président réformiste, soi-disant les réformistes, qui maintenant tentaient au moins de suivre une ligne beaucoup plus modérée, une ligne plus modérée dans les négociations avec les États-Unis, surtout sur le projet nucléaire, et pour élever les sanctions économiques très sévères contre l'Iran et les chefs militaires de Pasdaran, des forces islamiques révolutionnaires. Et les gardiens de la révolution. Oui, les gardiens de la révolution, et au milieu de la position de l'Ayatollah Khamenei, qui probablement est influencé des 2 côtés, mais ne pouvait pas décider. On est maintenant aussi en face d'une faiblesse stratégique de l'Iran,
après que Israël a réussi à détruire les défenses antiaériennes, c'est les missiles S-300 et S-400. 400, je ne sais pas si je les avais, mais 300 russes. Et cela est une défaite non seulement aux Iraniens, mais aussi à la Russie qui utilisait ce genre de missiles dans beaucoup de ces négociations pour la vente d'armement à beaucoup de pays. Est-ce qu'on peut dire qu'en termes de défense aérienne, l'Iran, en ce moment, se trouve quasiment dépourvu, nu? Ce qu'on a compris, c'est que la défense aérienne, surtout autour de Téhéran, autour des ponts pétroliers d'Abadan, et peut-être aussi certaines bases de recherche nucléaire, comme par exemple Parchin, ils ont été détruites. C'est pas tout, mais ça c'est très important s'il y a la nécessité d'une deuxième vague. Il y a eu d'ailleurs 3 vagues pour arriver à ce résultat. Quand Israël a attaqué, mais maintenant il devrait y avoir une autre vague si l'Iran décide d'attaquer Israël. Et cela pourrait impliquer tant, disons, des commandements, par exemple, des gardes révolutionnaires, des politiciens, ou même peut-être certaines infrastructures pétrolières, pas toutes, mais symboliquement. Est-ce que Téhéran s'inquiète malgré tout de voir sa principale arme de dissuasion contre Israël, à savoir le Hezbollah, être peut-être pour une longue période considérablement fragilisée par les frappes de Tsahal? Bien sûr, ça influe sur la stratégie iranienne et c'est pour cela qu'ils font tant d'efforts. Comme je dis, le discours de Naïm Qassem probablement a été coordonné avec les Iraniens. On dit d'ailleurs qu'il est à Téhéran et pas à Beyrouth, qu'il a fui dans un avion iranien, mais je ne sais pas. De toute façon, il continue d'ailleurs à soutenir les Houthis et les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie, surtout ceux en Irak qui continuent à envoyer des drones et des missiles vers Israël. Et pour eux, c'est important d'avoir la confiance de ces proxys. Et clairement, des combattants du Hezbollah, on dit déjà qu'il y a une démoralisation dans les rangs de combattants du Hezbollah parce qu'ils n'ont pas vu un apport direct iranien aux preuves auxquelles ils ont été, disons, qu'ils ont subi dernièrement, sauf peut-être le transfert de ceux qui ont été blessés dans l'attaque de Biper à Mashhad, où ils reçoivent un traitement médical spécial et où ils vont aussi prier dans les fameuses mosquées chiites à Mashhad. Eli Carmon, le conseiller spécial du président Biden pour le Liban, Amos Hochstein, est en Israël aujourd'hui. Quelle est l'approche américaine pour faire taire les armes et obtenir un accord de cessez-le-feu ou à tout le moins de trêve entre Israël et le Hezbollah? Comme je dis, c'est un dernier effort de l'administration Biden avant les élections, mais aussi ça peut influer de toute façon l'administration Biden jusqu'à janvier, parce que le président Biden, de toute manière, restera le président. Oui. Cela dit, il présente un plan qui est peut-être un retour à la décision du Conseil de sécurité 1701, avec disons, des renforcements, surtout la liberté d'action pour Israël, d'attaquer toute tentative de Hezbollah de reprendre son armement, et aussi la possibilité de fermer la frontière avec la Syrie et la frontière maritime et aérienne pour l'apport de nouvelles armements au Hezbollah. Mais comme je dis, je ne crois pas que c'est possible maintenant, tant du côté israélien, parce qu'on ne contrôle pas suffisamment ce qui reste de cet armement, surtout avant l'arrivée de Litanie, et aussi pour le Hezbollah qui tente de toute manière de reprendre disons, reconstruire un peu son arsenal et sa position militaire sur le terrain. Dans quelle mesure la poursuite de cette guerre au Liban a perturbé ou a influencé, selon vous, la campagne présidentielle américaine?
Ce qui a influencé peut-être plus, c'est ce que les télévisions ont montré à Gaza, c'est-à-dire la destruction massive dans les villes de Gaza pendant une année. Ce qui se passe au Liban intéresse moins les Américains que ce qui se passe à Gaza. Non, disons, au Liban, ça a été assez récent d'ailleurs. Ce que l'a fait Israël a été surtout attaqué ponctuellement, si vous voulez, certains villages dans le sud. D'ailleurs, les télévisions étrangères n'ont pas montré ce qui se passe dans le nord d'Israël. La destruction de l'agriculture, de l'infrastructure urbaine, pratiquement 60% est détruite. Ça n'apparaît pas dans les télévisions étrangères parce qu'il n'y a pas suffisamment de morts, si vous voulez. Mais comme je dis, c'est l'action en faveur des Palestiniens à Gaza qui a influencé certaines communautés aux États-Unis, surtout au Michigan et en Pennsylvanie, où il y a non seulement des mouvements pro-palestiniens parmi les musulmans qui sont citoyens, mais aussi il y a certaines villes, par exemple Dearborn, où il y a des groupes pratiquement très similaires à ISIS ou de Daesh qui sont actifs là-bas sur le plan de la rhétorique et de la propagande. Et ça n'a pas été suffisamment, disons, engagé par l'administration Biden. Et cela leur a permis pendant cette année de prendre un peu le contrôle du terrain, si vous voulez, dans certains campus universitaires et aussi dans certaines villes où il y a un problème dans la lutte électorale entre ceux qui soutiennent Trump et ceux qui soutiennent le Parti démocrate. Et on a vu d'ailleurs que le dernier meeting de Kamala Harris avait été hier perturbé par certains soutiens de la cause palestinienne. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui la priorité pour Washington est aujourd'hui de restaurer le calme au Liban en espérant que cela ait des conséquences favorables sur l'arrêt des hostilités dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il y a, comme on peut lire notamment à partir de sources du département d'État sur le site du Times of Israel, est-ce qu'il y a un retournement de l'approche américaine avec une priorité sur le Liban plutôt que sur Gaza aujourd'hui? Non, à Gaza, la priorité reste la libération des otages. C'est très important pour le président Biden. Et à mon avis, la proposition du président égyptien Al-Sisi de libérer 4 otages, on ne sait pas quelle leur citoyenneté. À mon avis, ce sont des Israéliens avec citoyenneté américaine. Et 2 Russes, parce Hamas avait promis à Poutine de libérer 2 Russes. Et tout ça, de nouveau, est relié à la campagne électorale qui se termine dans une semaine. Et on verra après. Le Liban commence à devenir un problème important international, peut-être plus gros que le problème de Gaza, parce qu'il a une influence régionale plus importante. Et surtout, disons, le Liban est au cœur de l'expansion stratégique et, je dirais même, idéologique révolutionnaire du régime de Téhéran. Ça a été le grand succès de former cette organisation qui aujourd'hui influe ce qui se passe en Syrie, en Irak et même au Yémen. Je voudrais qu'on parle à présent avec vous, Elie Carmon, de la position française dans cette crise. En déplacement au Maroc cette semaine, Emmanuel Macron a renouvelé hier son appel à un cessez-le-feu à la fois à Gaza et au Liban. Comment décririez-vous d'abord la position française depuis le début de cette crise? Je dois dire que je ne comprends pas le zigzag du président Macron qui a soutenu fortement Israël après le massacre du 7 octobre. Je peux comprendre un peu le rôle que la France veut avoir au Liban. Mais on se souvient, et j'espère que les Français et le gouvernement français se souviennent que la France a été le pays le plus touché par des attaques du Hezbollah et de l'Iran à partir de la révolution iranienne. D'abord, la mort des parachutistes français avec les Marines américains en 1983 à Beyrouth. Ensuite, la prise d'otages de diplomates et surtout de journalistes français. Et ensuite, les 13 attaques de Hezbollah et de l'Iran sur le territoire français en 80, 85, 87. Et puis, en août 2020, le président Macron arrive à Beyrouth quand il y a la grande explosion dans le port de Beyrouth
et il rencontre quelqu'un du Hezbollah, il promet de faire des changements dans la politique locale, disons, de gouvernement libanais, et rien ne se passe. Par exemple, les Français savent très bien, parce qu'il y a eu une équipe française qui a fait des travaux pour voir ce qui s'est passé dans le port. Oui. Il y a eu une enquête d'un juge contre le Hezbollah, qui maintenant est arrêté parce qu'ils ont menacé le juge. Il y a eu l'enquête sur le rôle du Hezbollah dans l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce qu'a fait la France sur tout cela? Est-ce qu'on peut parler d'un grand aveuglement de la France et d'Emmanuel Macron? L'embargo contre Israël et de ne pas permettre aux compagnies israéliennes d'exposer dans certaines expositions militaires. Ça c'est vraiment, je crois, à mon avis, c'est plus que ridicule, c'est pathétique, ce que le président Macron a fait dans ce cas. Et on a vu que au moins la justice française a changé sur le cours de ses décisions. Au vu de cette analyse, est-ce que vous parleriez, Elie Carmon, d'un... C'est-à-dire, ils connaissent très bien ce que c'est le Hezbollah et ce que c'est le régime du terrain. Ils devraient être beaucoup plus assertifs, agressifs et plus efficaces. Il faut dire d'ailleurs que sur le problème du nucléaire iranien, la France a été le pays le plus actif et peut-être le plus agressif. Ça c'est en faveur de l'administration française. Au vu de cette analyse, Elie Carmon, est-ce que vous parleriez du côté français plutôt d'un grand aveuglement à l'égard du Hezbollah ou plutôt d'une forme de lâcheté au moment où des décisions importantes doivent être prises? Je crois qu'il y a deux côtés. Un côté, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté qui a été, par exemple, celle du président Chirac, qui a donné tout aux Iraniens, la libération des terroristes, des espions iraniens, après les actions de terrorisme en France, et même 2 milliards de dollars à l'époque. Il a décidé l'embargo sur les armes à l'Irak. Et maintenant, il y a une lâcheté, si vous voulez, une peur de la réaction du Hezbollah et de l'Iran. Et d'autre part, il y a cette espérance de changer la donne, de changer la situation au Liban, parce qu'il y a dans le Liban, il y a des forces qui sont favorables à la France et qui voudraient aider à une solution. Mais eux aussi, ils sont timorés par ce qui se passe. Dernièrement, ils sont beaucoup plus actifs, mais ils n'ont pas, je crois, suffisamment de soutien de la part de la France avant tout, mais aussi des États-Unis et même d'Israël. Est-ce que l'affaiblissement militaire du Hezbollah peut avoir des conséquences sur le plan politique, notamment en vue de l'élection d'un président qui manque toujours au Liban? Mais justement, ça c'est aussi un côté où la France a été impliquée. Il n'y a pas de président depuis que Michel Aoun a laissé la présidence. Ce qui est intéressant, c'est que son Djoubran Basile, qui était, je crois, ministre des Affaires étrangères libanais, qui était marié à la fille de Michel Aoun, du président Michel Aoun, dernièrement s'est exprimé très clairement contre le Hezbollah et il a dit il faut désarmer le Hezbollah, il faut trouver un nouveau président. Et il paraît que le candidat le plus accepté à ce moment, c'est le chef de l'armée, je crois que Joseph Aoun, je ne sais pas si c'est de la même famille, probablement la grande famille d'Aoun. Et cela serait un point pour neutraliser l'influence politique du Hezbollah. Merci beaucoup, Elie Carmon, d'avoir été avec nous pour nous décrypter cette situation particulièrement complexe au Liban. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut sur la lutte antiterroriste au sein de l'Université Reichman en Israël. Merci encore d'avoir été avec nous. Cet entretien est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci bien. Au revoir.